Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Olivier Roland. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous proposer une vidéo où on va aborder des sujets que l'on n'aborde pas forcément dans le reste des vidéos que l'on peut faire par ailleurs ou des articles que l'on peut écrire. Voilà, ce sera une discussion décontractée entre nous deux. Exactement. Sur des sujets qui nous intéressent et qui on l'espère vont vous intéresser aussi. On verra, donc c'est une expérience qu'on fait et on verra vos retours. Donc n'hésitez pas aussi à commenter en dessous de la vidéo pour vous dire ce que vous en pensez. Exactement, donc c'est un test et si vous appréciez, si vous nous encouragez, peut-être qu'on en fera d'autres. Voilà. Alors par quoi on commence? Peut-être par discuter de Paris. Tu es venu à Paris. Exactement. Ta présence, donc ça peut être intéressant de partager aussi ce que tu as fait ici, ce que tu as peut-être aimé, appris, découvert, je ne sais pas. Oui, alors effectivement, donc là on est en train de filmer dans mon appartement parisien que j'ai loué pour l'occasion sur Airbnb. Donc Airbnb, une super plateforme pour trouver des appartements à louer partout dans le monde. J'ai utilisé en Grèce et au Maroc, vraiment top. Et oui, donc je suis venu à Paris 3 mois. Parce que je le peux, tout simplement. C'est ça qui est bien quand on est blogueur professionnel, qu'on a son entreprise sur Internet, on peut se déplacer partout dans le monde. Et voilà, l'année dernière, je suis allé 3 mois en Californie et je voyage beaucoup. Et à chaque fois, on me demandait où je vivais et je disais à Lille, près de Paris. Et les Américains faisaient Paris, oh, wonderful, I love the city. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est vrai que Paris, c'est pas mal en fait. C'est pas si mal. C'est juste à côté de chez moi. Moi, je suis à Lille, je suis à 1 heure de Paris. Pourquoi j'irais pas vivre 3 mois à Paris l'année prochaine? Donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc aujourd'hui, mes 3 mois de voyage à l'étranger, c'est à Paris. Ok. Voilà. Donc l'intérêt, c'est qu'au moins, je comprends la langue des gens qui parlent dans la rue, enfin la plupart. Ça, c'est sympa. Et donc, ouais, non, j'apprécie beaucoup parce que donc, je suis là avec ma copine. On profite vraiment de toute la richesse de la vie parisienne. On va dans tous les restaurants qu'on peut trouver qui sont sympas. On a le guide du routard de Paris qui, comme d'habitude, donne d'excellents conseils pour trouver des bonnes adresses sympathiques, bonnes, pas trop chères. On est allé à l'opéra, au théâtre. Ouais, Opéra pour la première fois de ma vie. Ouais, pourtant, il y en a un à Lille, mais qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un peu les touristes. Je suis monté en haut de la Tour Eiffel pour la première fois. Voilà, j'assume, j'ai un petit côté touriste à Paris, c'est sympa. Mais ça, c'est bien parce que quand tu vis dans la ville, souvent tu fais pas ça. Tu as tendance à plus te rendre compte finalement de la beauté ou des choses, simplement des possibilités que tu as quand tu es sur place. Donc je trouve ça génial, quoi. Le fait de voyager, ça permet de se faire des choses qu'on ne ferait pas dans sa ville, comme l'opéra. Voilà, on a un opéra à Lille, ça fait des années que je me dis, il faudrait que j'aille à l'opéra à Lille. Jamais fait, et là à Paris, comme par hasard, moins d'un mois après d'être arrivé, j'y suis allé. Ouais. C'est pas un hasard, quand on voyage, on se bouge plus. Non, et puis ce que j'aime bien aussi avec Paris, parce que j'y vis aussi, c'est qu'il y a toutes ces ressources-là accessibles. Et puis c'est aussi un message pour encourager ceux qui nous regardent à venir voir, parce que très souvent, les gens qui n'habitent pas Paris, qui n'y sont jamais venus, ont toujours un a priori vis-à-vis de cette ville. Sur les Parisiens, il y a beaucoup de clichés qui circulent. C'est vrai, y compris à l'étranger d'ailleurs. Voilà. Donc évidemment, il y a une partie qui sont vraies, mais il ne faut pas que ça empêche de venir découvrir tout ce qu'il y a ici, les opportunités, les restaurants. Il y a des dizaines, des centaines de restaurants exceptionnels. Impressionnant, pas forcément très chers d'ailleurs, et donc voilà, ça vaut le coup de vraiment de venir. C'est vrai qu'ils sont quand même plus chers que ce qu'on peut trouver en province en général, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça peut surprendre parfois. Ça peut surprendre, mais tu peux trouver des restaurants tout à fait abordables à une quinzaine d'euros. C'est clair, ou en tout cas d'un bon rapport qualité-prix, clairement. Non, c'est clair. Il faut faire attention, par exemple, ma copine, quelques jours après être arrivée, elle est tombée, elle s'est fouillé le petit doigt. Bon, déjà, bravo, il faut le faire. Mais donc, elle est arrivée chez un médecin à la bouche en cœur qui lui a fait sa consultation. Et là, à la fin, il lui a demandé 60 €. Ouais. Elle est tombée du ciel parce que jamais à aucun moment, on lui a dit qu'il n'était pas conventionné. C'est pas marqué sur sa plaque, c'est pas marqué. Quand elle a appelé, son assistante lui a pas dit. Le médecin ne lui a pas dit, elle a dû payer 60 €. Donc c'est quand même presque 3 fois plus cher que le tarif conventionné. Il me semble que ça doit être affiché dans la salle d'attente, un minimum. Peut-être. Bon, en tout cas, elle n'a pas fait attention. Et c'est vrai que ça, c'est une surprise. Il faut faire attention quand on va à Paris la première fois. Il y a quand même des services qui sont beaucoup plus chers qu'ailleurs. Oui, ça peut monter très très vite. Et donc après, elle a dû se faire une radio. Et elle a appelé plusieurs centres. Et le premier lui avait demandé 130 €. Et le deuxième, le tarif normal, je crois, c'est 30 €, quelque chose comme ça. Donc le jour et la nuit, alors que c'était pas si loin que ça par rapport au. Donc il faut faire attention, si vous venez sur Paris aux frais médicaux, il faut bien demander avant si les médecins et tous les services annexes sont conventionnés, sinon vous risquez de payer très cher. En plus, tout le surcoût n'est pas remboursé par la Sécu. Non.
Non. Donc, Puis même si vous avez une très bonne mutuelle, ça monte rarement jusqu'à 60 € en l'occurrence. 60 € pour une petite consultation, ça fait un peu... Bon, après, je comprends, ils doivent payer le loyer sans doute, c'est vrai que c'est plus cher ici, mais enfin, à mon avis, ils devraient être un peu plus transparents sur le sujet, c'est clair. Sinon, ce qui est génial avec Paris, c'est que on peut rencontrer, mais alors, très facilement des tas de partenaires. Voilà, Mickaël et moi, on s'était croisés une fois au Web 2 Connect l'année dernière, donc fin 2011. Et sinon, voilà, ça faisait des années qu'on correspondait par email, on n'avait jamais vraiment eu l'occasion, déjà rien de se faire une bouffe en fait. Bah oui, voilà. Donc j'ai eu beau à dire à Mickaël, viens à Lille, c'est qu'à 1 heure de Paris. Bizarrement, il n'est jamais venu me voir et c'est pareil pour beaucoup de personnes. J'ai l'impression que Lille, ça semble être, tu sais, une sorte de pôle Nord, c'est super loin dans l'esprit des Parisiens. Et donc là, ça me permet en fait de rencontrer plein de blogueurs comme toi, Mickaël, avec qui je corresponds depuis des années. Des partenaires, des clients aussi. Donc ça, j'apprécie vraiment beaucoup. C'est sympa. Parce que même les gens qui ne vivent pas à Paris, à un moment ou à un autre, ils passent par Paris en général. C'est vraiment un hub ici et c'est vraiment facile de rencontrer tout le monde. Oui, c'est l'avantage de la centralisation avec quelques inconvénients évidemment, mais c'est quand même un des avantages. C'est bien. Exactement. Donc voilà, so far so good. Alors, qu'est-ce qu'on avait ensuite dans... Donc on peut parler de ce qu'on lit en ce moment. Alors, quels sont les livres que tu es en train de lire ou que tu as lu récemment et qui t'ont interpellé? Récemment, j'ai enfin lu un livre qui s'appelle The Goal. Donc le but. Le but. Un livre vraiment que j'ai trouvé assez extraordinaire, qui est un livre qui a été écrit il y a plus de 20 ans, il me semble. Oui, dans les années 80. Et qui explique en fait tout simplement le but d'une organisation. Donc c'est écrit comme un roman. Oui. Et donc tu as un directeur d'usine qui, je ne sais pas si tu l'as lu. Alors je l'ai lu, oui. Il y a aussi un résumé sur des livres qui n'a pas été écrit par moi. Mais voilà, mais vas-y, raconte. Mais voilà, moi un livre que je recommande à beaucoup de gens, enfin à tous les gens qui travaillent dans une entreprise, c'est-à-dire tout le monde normalement, à peu près tout le monde, ou dans une organisation, parce que ça rappelle vraiment au travers d'une histoire comment on organise les différents systèmes d'une entreprise pour justement atteindre ce but. Et quel est vraiment ce but ? Parce que très souvent, enfin, le personnage se rend compte que, en fait, en étudiant, en posant des questions, il se rend compte que les gens dans l'entreprise de certains services ont un but qui n'est pas le but en fait, véritable de l'entreprise. Et donc, ce qui fait qu'on met en place des systèmes, on met en place une manière de fonctionner qui ne correspond pas au véritable but de l'entreprise, et donc d'où de l'inefficacité. Et donc, en réfléchissant au système dans son ensemble, on arrive à mettre en place une approche lean, c'est-à-dire une approche qui est linéaire, où tout s'écoule sans heurts. De manière fluide. De manière fluide. Et quand vous aurez lu ce livre, vous allez voir des goulets d'étranglement partout. 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 C'est même si vous êtes un blogueur solitaire chez vous, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le plus gros goulet, c'est vous, tout simplement. Ouais. Et que si vous pouviez faire passer d'autres choses, enfin des choses par d'autres chaînes que par vous, tout s'écoulerait de manière plus fine. Mais pour ceux qui lisent pas, qui l'ont pas lu, ça vous paraît sans doute un peu bizarre de dire ça, mais... En fait, c'est quand tu lis, parce que c'est très bien romancé, donc c'est quand tu lis vraiment les découvertes que fait ce directeur d'usine, que tu te dis, mais oui, mais c'est ça, c'est vraiment ça, je m'en rends compte. Mais oui, j'ai compris. Et puis évidemment, on peut l'appliquer. Que je travaille trop, que je suis trop stressé, que je n'ai pas assez d'argent. On comprend vraiment ce qui est efficace, quel est le véritable but, et puis après, ça donne des idées de délégation. Chaque fois que tu lis ce genre de choses, tu dis qu'est-ce que je peux déléguer? Oui, ou automatiser, pour m'enlever un peu plus de la chaîne. Ouais. D'ailleurs, c'est très complémentaire de The Hemis, Michael Gerber. Malheureusement, pas traduit en français. Enfin, la traduction française est épuisée, mais c'est extrêmement complémentaire. Ces deux livres-là nous ouvrent vraiment un nouvel univers sur voilà, la systématisation, les systèmes qu'on peut mettre en place dans une entreprise pour être plus efficace. Okay. Voilà, donc ça c'est un livre que j'ai terminé assez récemment, et puis j'ai commencé à lire The Lean Startup. Ouais, super livre, j'ai commencé mais pas fini. Pas fini non plus, mais très intéressant, j'en suis à peu près à la moitié. Et je trouve vraiment extraordinaire la manière dont il a mis au point en fait, une méthode finalement pour lancer une startup de manière encore une fois fluide. On y revient, c'est le thème de ces deux livres. Donc de lancer de manière fluide et donc finalement de tester à chaque étape de manière un peu scientifique les différents composants de la startup pour savoir où on va. Parce que l'inconvénient, la caractéristique numéro 1 d'une startup, c'est l'incertitude. Donc comment à chaque fois faire un pas et puis gagner de la certitude sur ce pas-là pour passer au pas suivant. Donc voilà. Ouais. Et le but, c'est de pouvoir
tester des idées sans perdre trop de plumes si jamais l'idée se révèle pas bonne. Il prend comme exemple au début une société, enfin un logiciel qu'il avait mis en place, c'était un plugin pour Skype si je me rappelle bien. Ils avaient mis énormément de ressources, de personnes dessus, etc. Ils se sont rendus compte au final que c'était pas le produit que voulaient les gens et qu'il n'avait pas de succès et qu'il aurait mieux fallu sortir une version beaucoup moins élaborée mais avec du feedback des utilisateurs pour l'améliorer et développer vraiment ce que veulent les gens. Donc il y en a qui vont jusqu'à dire que depuis The Lean Startup, on n'a plus besoin d'études de marché. Bon, je trouve que c'est un petit peu exagéré, mais… Oui, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. Mais c'est cette idée qu'on peut utiliser, qu'on peut avoir une sorte de laboratoire dans la vie avec nos idées d'entreprise pour, dès qu'on a une idée, en fait, essayer de trouver comment on peut l'expérimenter concrètement sur le terrain à moindre coût en ayant des résultats réels qui viennent du terrain, en fait. Ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Ouais, je trouvais d'ailleurs l'exemple qu'il donnait, à un moment donné, il parle du fait que donc c'était un monde en 3D, je crois, leur plugin. Ça permettait de se déplacer en 3D avec des avatars. Et donc ils voulaient développer le fait qu'on puisse bouger son personnage dans le monde. Pour eux, c'était une fonctionnalité de base. Ils s'étaient dit, on ne peut pas publier notre plugin si cette fonctionnalité ne marche pas. Les gens ne vont pas être contents. Et finalement, ils ont tergiversé, ils ont publié un logiciel qui n'était pas fini pour eux. Et en fait, pour faire en sorte que les gens puissent quand même se déplacer, ils avaient mis juste un raccourci qui faisait que les gens pouvaient se téléporter. Donc tu pouvais cliquer quelque part et ton personnage allait là-bas directement. Et les gens trouvaient ça génial. De leur point de vue, c'était pas fini. Alors oui, c'est ça. C'était une fonction incomplète. Ah ouais, pour eux, c'était incomplet, mais ils se sont dit, bon, il faut quand même qu'on sorte un truc, on y va. Et les gens ont trouvé ça extraordinaire parce qu'ils se sont dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Et puis on trouve ça finalement assez amusant dans un monde 3D de pouvoir se téléporter, quoi. C'est ça. Donc ils ont appris des choses. C'est cette idée que… Il y a des tas de choses qu'on ne voit pas parce que quand on est dans un projet d'entreprise, de produit, etc., il y a des trucs qui nous semblent évidents et qui ne sont pas pour le public. Et parfois, on développe des choses qui, en fait, embêtent les gens. Et on perd du temps, de l'argent, des ressources pour développer des fonctions qui ne servent à rien et où les gens, en fait, seraient beaucoup plus contents sans. Oui. Donc, testez vos suppositions. Voilà, il faut les tester et constamment avoir du feedback de la part des utilisateurs. C'est le concept. Bon, donc 2 livres intéressants. Oui. Notamment, après… Oui, il y a toujours plein. Voilà. Bon, moi, j'ai commencé à lire un livre. Alors, donc, je parlais de The E-Myth tout à l'heure, qui est vraiment un classique pour les entrepreneurs, malheureusement très peu lu en France, puisqu'il n'a pas été traduit en français. Mais il faut savoir que Tim Ferriss le recommande dans la semaine de 4 heures. C'est le premier livre que j'ai acheté juste après la semaine de 4 heures, parce que c'était en top position des livres recommandés par Tim Ferriss. Et quand j'ai lu ça, à l'époque, je travaillais 70 heures dans ma boîte. J'étais vraiment surmenu, j'en avais marre. J'ai lu ça, je me suis dit… Waouh! Je me suis pris la deuxième plus grosse claque de ma vie après avoir lu la semaine de 4 heures. Donc c'était genre en un mois 2 grosses claques comme ça. Je me suis dit, mais ce gars décrit exactement mon problème, c'est fou! Et donc, il n'y a pas longtemps, en fait, Sébastien, le marketeur français, qui aussi a lu The E-Myth, qui en est un grand fan, il m'a dit « Hey, mais tu sais que je suis tombé sur un livre énorme. Tu sais, The E-Myth, il te dit qu'est-ce qui ne va pas dans la plupart des entreprises et pourquoi il faut changer. Mais il ne te dit pas vraiment comment changer. Alors, il te donne quelques pistes, mais c'est vrai que ce n'est pas très détaillé. Il dit « J'ai trouvé le livre qui te dit comment faire. » Je me suis dit « Hein ?» et voilà, il m'a dit « C'est The E-Myth Mastery. » Donc, du même auteur, Michael Gerber, il faut savoir qu'il a écrit 7 E-Myths. Oui, il y a toute une série. Il y a toute une série. Et voilà, c'est le How To. Voilà, donc j'ai tout juste commencé à lire, donc je ne vais pas pouvoir en parler plus que ça. Mais voilà, ça a l'air intéressant. Donc, les 7 disciplines essentielles pour construire une entreprise de classe mondiale. Donc, voilà, je pense que ça va être très, très intéressant. Si, en tout cas, c'est vraiment du How To, comme dit Sébastien. Ouais. Ensuite, je suis tout simplement en train de réviser mes classiques, puisque je relis, je crois, pour la 3e ou 4e fois la semaine de 4 heures. Et bon, je sais que ce livre est très controversé, qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, mais vraiment, moi, c'est ce livre qui a fait changer ma vie, c'est le livre qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et à chaque fois que je le relis, je trouve des choses nouvelles, parce que maintenant que j'ai une entreprise automatisée sur Internet, que voilà, j'ai appliqué pas mal de choses que recommande Tim Ferriss. Je peux vous dire une chose, en tout cas, Tim Ferriss, c'est peut-être quelqu'un qui exagère un petit peu au niveau marketing, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est passé par là auparavant et qu'on voit très bien quand nous aussi on a fait un bout de chemin vers les nouveaux bienheureux, comme il dit, on voit très bien qu'il est passé par chaque étape et qu'il décrit à chaque fois les problèmes qu'on peut avoir dans ces étapes et des solutions pour résoudre ça. Et donc, comme à chaque fois que je le relis, j'ai avancé un peu plus dans mon objectif d'être un nouveau bienheureux, et bien, à chaque fois, j'ai des problématiques différentes et je me dis, mais
c'est dingue, il en a déjà parlé. Donc en tout cas, Tim Ferriss est très honnête dans finalement quand il raconte son expérience, on voit que c'est du vécu et que voilà, il a été affecté par les problèmes dont il parle. Par exemple, quand on a son entreprise automatisée et que finalement on peut se permettre de plus travailler autant qu'avant, le gros problème c'est de combler le vide. Hein, c'est ce qu'il explique. Voilà, quand on n'est plus obligé d'être devant l'ordinateur toute la journée pour pouvoir faire rentrer de l'argent, ben, si vous derrière vous ne donnez pas des activités à faire, vous allez quand même faire du travail pour du travail parce que c'est comme ça que vous avez l'habitude de remplir vos journées. Ouais, c'est ça, c'est un mode de fonctionnement par défaut. Oui, c'est ça, c'est vraiment une habitude, c'est pas quelque chose de vraiment réfléchi, de construit, et finalement, on se retrouve à passer des heures devant l'écran, alors que les résultats sont minimes. Quand on se demande, mais j'ai fait quoi à la fin de la journée, on se rend compte que finalement, on aurait aussi bien pu aller à la pêche, que bon, ok, il y aurait peut-être eu moins de choses accomplies, mais que finalement, ces choses accomplies, c'est pas ça qui fera la différence dans notre business. Et donc voilà, moi j'en suis à ce niveau-là, et je relis La semaine de 4 heures, et c'est excellent. Oui, je pense que c'est, de toute façon, ce type de livre, comme les livres de Tony Robbins, par exemple. Pour moi, c'est des livres qu'il faut relire régulièrement, de temps à autre. Ah bah écoute, j'ai pas encore lu le livre de Tony Robbins, donc je suis allé à sa formation UPW pour la première fois à Londres là, cette année. Mais voilà, donc quel livre tu recommandes, toi, de Tony Robbins, pour démarrer? Pouvoir illimité, c'est le grand classique que j'ai commencé à relire, d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle. J'ai commencé à le relire et à chaque fois, je me suis reconnu dans ce que tu dis, c'est-à-dire que tu redécouvres à chaque fois de nouvelles informations. C'est toujours à plusieurs niveaux de lecture, en fonction de là où tu en es, bah, tu dis, mais oui, ça c'est évident, ça. Pourquoi ça, je ne l'ai pas vu la première fois que je l'ai lu? Tout simplement, bah, parfois... Parce qu'on n'était pas à ce niveau-là. Voilà, on n'était pas prêt, mais voilà, c'est vraiment un classique, Pouvoir illimité, si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment un grand classique à lire. Il aborde vraiment tous les sujets, alors c'est très développement personnel, mais je pense que ça sert à toute personne qui veut reprendre un peu le contrôle de sa vie, ça sert même en tant qu'entrepreneur, hein, pour pouvoir gérer après le développement de son entreprise. C'est une des composantes, je pense, qui aide à avancer dans la bonne direction, quoi. Et puis à faire parfois des bonds en avant, parce que ce genre de bouquin te fait faire des bonds en avant, quoi. Tu passes d'un niveau où tu es aujourd'hui, tu fais un bond assez phénoménal. Quand tu regardes en arrière, tu te dis, mais waouh. Ouais, c'est vrai. Quelques idées. C'est ça qui est bien aussi quand on relit ces livres-là, effectivement. C'est de se rendre compte du chemin parcouru, comme tu le dis. Ouais, c'est vrai. Bah, je suppose que vous avez peut-être aussi un livre de chevet comme ça que vous relisez régulièrement. Bah, parlez-en dans les commentaires, ça serait intéressant de voir un petit peu. Parce que c'est vrai que ces livres de chevet-là sont sans doute ceux qui ont le plus d'impact sur la vie des personnes. Oui. Et on verra peut-être même qu'il y a des livres qui réapparaîtront plusieurs fois. Ça serait intéressant de voir ça. Bon, super. Alors, on avait mis voyage après dans les sujets dont on peut parler. Ouais, dans les voyages. Alors, voyage, ouais, moi je voulais parler un peu de mes voyages récents aussi, parce que c'est intéressant de voir comment ça se passe, notamment dans les autres pays. Récemment, je suis allé faire un petit tour en Italie, et il y a un truc dont on avait parlé que j'utilise beaucoup, moi, c'est l'échange de maisons. Oui. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à pratiquer. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont peur pour leur intérieur, leurs meubles parfois, qui sont un peu réticents à l'idée d'échanger leur maison. Mais si vous passez outre ça, ce que ça permet, il y a un petit gain financier, hein, évident, mais ce que ça permet surtout, c'est vraiment de rencontrer des gens qui vivent dans la vie où vous allez, quoi. Dans la ville, là, je suis allé à Bologne, là, en Italie, et ça permet vraiment de faire connaissance avec quelqu'un qui vit là depuis parfois très longtemps, qui va vous donner des conseils que vous n'allez pas trouver dans les guides, qui va parfois vous faire rencontrer des amis qui veulent voir des Français ou qui veulent simplement faire visiter leur ville. Enfin, ça ouvre des portes assez extraordinaires, très simplement. Et donc moi, c'est en tout cas un outil que je recommande vivement, quoi. Alors, quel site tu utilises pour ça ? Alors moi j'utilise homeexchange.com. Alors ils ont des versions dans toutes les langues, en français, il doit y avoir une version en français de ça. Bah, c'est vrai que c'est intelligent déjà parce que ton appartement qui ne sert à rien, finalement tu le rentabilises comme ça. Donc le principe, hein, c'est que tu prêtes ton appartement contre un autre appartement. Enfin, tu prêtes à la personne qui te prête l'appartement. C'est vraiment un échange. Oui, c'est vraiment un échange. Alors l'échange, il peut ne pas être simultané. D'accord, ça peut être dans le temps différent. Ça peut être dans le temps, c'est vraiment un accord entre personnes. C'est ce que tu as fait en Italie ? En Italie, c'était simultané, c'était pas sur la même durée, c'est-à-dire que la personne était là quand on est arrivé, donc ça permet de la voir. D'accord. Après, elle nous a laissé son appartement, elle est allée chez ses parents, et donc ça a permis de la voir, ça a permis
Elle est venue nous chercher à l'aéroport, par exemple, c'est des petits trucs, mais c'est vachement sympa. Ouais, c'est vrai. C'est vachement sympa. Et donc, ça a permis d'échanger des clés, d'échanger des conseils de vive voix. Donc, c'était vraiment sympa, quoi. Et donc, est-ce qu'ils permettent aussi de faire... parce que j'imagine l'étape après, c'est qu'au final, pour l'instant, il faut échanger l'appartement contre un autre appartement. C'est à la personne qui va prendre ton appartement que tu vas prendre son appartement, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pourquoi ne pas passer à l'étape supérieure qui est au final d'avoir un énorme réservoir d'appartements? À chaque fois que tu le prêtes à quelqu'un, tu as des points par exemple, tu vois, qu'après tu peux dépenser pour emprunter un autre appartement. Ouais, c'est une idée. Je sais pas, alors peut-être qu'on peut pas le faire parce que ça serait considéré comme un marché gris où on remplace l'argent justement, c'est plus taxable, je sais pas. Non, je pense que, je me dis c'est peut-être plus le frein de ne pas savoir qui va venir chez toi. Parce que quand tu fais l'échange avec quelqu'un, malgré tout, on fait un peu connaissance. Tu peux envisager d'avoir un système tu sais, comme sur eBay ou sur Airbnb, où tu tapes simplement les notes des précédentes personnes. Voilà, ou comme sur Couchsurfing finalement, où tu héberges des gens comme ça. Ouais. Tu sais, tu as qu'à lire les commentaires et tu sais si cette personne elle est de confiance ou pas. Oui. Je sais pas, peut-être une idée comme ça pour une start-up. Peut-être une idée à développer. Ça m'étonnerait que personne n'y ait pensé avant, donc faut voir s'il n'y a pas des services déjà qui proposent ça. Mais alors du coup, comment ils gagnent leur vie ce site-là? Tu dois payer quand même un... Ouais, il y a un abonnement, annuel, voilà, qui permet d'accéder en fait à toutes les annonces, ça coûte, alors à toutes les fonctionnalités. Alors je crois que c'est moins de 100 €. Il me semble que c'est 90 $, je crois, à confirmer, mais c'est dérisoire en comparaison du prix d'une nuit d'hôtel n'importe où en Europe ou ailleurs. Ah, c'est clair. Donc c'est Home Exchange. Bon, ça s'affiche en bas là normalement. Ouais. Homeexchange.com, en dessous de la vidéo ou dans la vidéo, on verra. Ok, super. Ouais, donc... Voilà, très bon moyen. Alors ça marche bien si tu es à Paris. Ça marche bien. Moi qui ai un appartement à Lille, je ne sais pas si je pourrais aussi facilement échanger. Alors il faut tester parce que moi je reçois beaucoup de propositions d'échange de personnes qui sont par exemple dans les pays nordiques et qui sont très loin des villes, qui ont une maison de campagne. J'ai reçu une proposition en Toscane aussi, une maison totalement isolée. Il faut tester parce que parfois il y a des gens qui ont des besoins d'aller à la campagne. Si à Lille il y a un événement professionnel ou s'il y a quelque chose, les gens vont vouloir échanger parfois. Tu vois, il peut y avoir plein de situations. Évidemment, à Lille, c'est un peu moins facile qu'à Paris, c'est sûr. Mais il faut tester des fois. Tu peux trouver des échanges. Des gens qui veulent venir voir de la famille. Enfin, il peut y avoir beaucoup de situations où les gens, finalement, recherchent un appartement, quoi. Oui, et donc c'est ça, en fait. Tu mets ton appartement, on va dire, sur le site. N'importe qui peut te contacter pour dire hey, ton appartement m'intéresse. Et du coup, ça peut donner des idées de voyage aussi. Exactement. Puisque voilà, comme les personnes en Suède ou en Toscane qui t'ont dit hey, moi, je voudrais bien faire un échange. Tu peux te dire pourquoi pas? Exactement. Ouais. À condition d'avoir le temps, évidemment, d'y aller. Il faut avoir le temps, il faut avoir un peu de souplesse. C'est aussi ça. Enfin, là, cet échange, il s'est fait un peu à la dernière minute. Donc, tu t'es décidé au dernier moment Ouais. Alors, l'Italie, Bologne et Florence étaient dans mes cibles cette année. Mais l'opportunité, c'est la personne qui, elle, en l'occurrence, avait un salon professionnel à Paris, 3 jours. Elle voulait venir et donc ça s'est fait comme ça. Mais très rapidement, quoi. Très rapidement, voilà. Donc. Et bon, sinon après le complément c'est Airbnb qui marche très bien. C'est une autre manière de fonctionner, mais qui est très efficace aussi. Super pratique. Souvent c'est moins cher que l'hôtel. Ouais. Alors on peut avoir des mauvaises surprises, c'est comme partout, mais grosso modo là, les expériences que j'ai eues sont quand même globalement très positives. Ça permet de rencontrer l'habitant. Alors pas toujours, ça dépend si la personne est là, si elle travaille, etc. Mais par exemple à Athènes, moi j'ai eu vraiment une super surprise. Enfin, c'était juste à côté de l'Acropole. La personne, c'était une artiste photographe qui était tout le temps à la maison, qui nous a fait des gâteaux, qui nous a accueillis royalement. Wow. Super. En plus, elle avait un chien adorable. C'était vraiment top. Là, rien à voir avec l'hôtel. On était vraiment ravis d'avoir loué ça. Par contre, à Santorin, on avait loué un appartement aussi. Et là, on n'a pas vu la proprio à part au début. Elle travaillait tout le temps, donc c'est un peu la loterie. Mais les notes sont là aussi pour permettre de faire son choix. Je vais tester Airbnb. Parce que le mois prochain, je vais passer une semaine à Berlin, donc d'accord. On va voir ce que ça donne. Oui, effectivement, c'était en tout cas, je crois que j'avais payé 200 € pour une semaine de logement, donc c'était pas très cher quand même. Bon, Berlin n'est pas une ville chère en termes de logement, mais malgré tout, je pense que c'est plus intéressant qu'un hôtel. Et puis voilà, très bien placé dans le centre de la ville, plutôt agréable. Et puis on va voir, les photos, en tout cas sur Airbnb, des appartements sont toujours, très souvent, assez extraordinaires, je trouve. Elles sont très bien faites. Ouais, et puis il y avait beaucoup de choix dans les grandes villes comme Berlin. Alors Paris,
qu'il y a des milliers d'appartements à tous les prix. C'est vraiment impressionnant. Moi, le plus dur pour moi, c'était de faire un choix en fait, au final, plutôt que de trouver le bon appartement. J'avais plein de bons appartements. Le plus dur, c'était de choisir lequel. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut en fait envoyer plein d'emails et puis voir déjà qui répond. Voilà. C'est très rapide finalement avec le mail. Je crois d'ailleurs qu'il disait, j'avais lu un article sur le blog Airbnb qui disait que Paris c'était la deuxième ville avec le plus d'appartements juste après New York. Alors que voilà, ça fait pas si longtemps qu'ils se sont implantés en France, mais comme Paris est la première destination touristique du monde, tout simplement, il y a plein d'Américains et des personnes d'autres pays qui aiment bien louer des appartements, voilà, pour avoir une expérience plus parisienne. Ok, donc voilà, ça c'est deux sites très intéressants et qui permettent de voyager autrement. Finalement, voyager un peu différemment, en dehors soit du voyage tout organisé ou du voyage tout à l'hôtel. Voilà, ça permet d'avoir des modes un peu. Bon, puis évidemment, il y a aussi le couchsurfing. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le même principe qu'Airbnb en fait, ou même que sauf que là, le but c'est d'être hébergé par quelqu'un, donc on n'a pas l'appartement juste pour nous. Des fois, c'est juste un canapé d'ailleurs, c'est marqué à chaque fois, il faut faire attention. Parfois, on a une chambre. C'est très variable, mais ce qui est génial, alors là, c'est que les rencontres sont garanties. Par contre, là, les rencontres sont garanties. C'est vraiment le principe, c'est qu'on va vraiment être hébergé par quelqu'un. Il va peut-être nous montrer la ville, etc. On peut aussi participer aux rencontres couchsurfing. Moi, j'ai utilisé beaucoup le couchsurfing aux États-Unis, pas pour être hébergé, mais tout simplement pour les rencontres. Les pots couchsurfing, c'est super. Il y a toujours plein de personnes. C'est super. Une excellente manière de s'intégrer directement à la vie locale, de se faire des amis parmi les indigènes. Oui, parce que c'est des gens qui recherchent ça en fait. Donc, en plus, c'est des gens très ouverts d'esprit. Exactement. C'est génial. Et c'est facile en plus, même si vous ne maîtrisez pas la langue du pays où vous allez, de trouver des gens qui parlent une langue commune, puisque le couchsurfing en fait, est conçu pour faciliter ça. Vous rentrez les langues que vous maîtrisez. Et quand vous faites des recherches, il vous met en priorité les personnes qui parlent aussi les langues que vous maîtrisez. Si par exemple vous allez au Japon, j'ai regardé par curiosité à Tokyo, il y en a des milliers de personnes prêtes à vous héberger gratuitement. C'est ça qui est génial, c'est gratuit. À Tokyo, qui est une des villes les plus chères du monde et qui parle anglais. Donc c'est pas forcément facile à trouver comme ça spontanément. Voilà, donc super site à essayer. Vous m'en direz des nouvelles. Donc oui, on voulait aussi parler, alors brièvement, parce que le but c'est pas de parler politique, économie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a, alors moi qui fais une tête médiatique, je ne peux pas m'empêcher d'être au courant de ce fameux projet de loi de finances 2013 qui fait couler beaucoup d'encre. J'ai suivi de plus ou moins loin le mouvement des pigeons qui a gagné des milliers de personnes, de suiveurs en quelques jours. Alors il est à la fois très décrié et très suivi, j'ai lu. Bon voilà, la médiatique, je décide de la rompre volontairement parfois quand il y a des sujets qui m'intéressent, et là comme ça touche aux entrepreneurs, clairement c'est ce que j'ai fait. Et voilà, je vois que tout le monde s'enflamme par rapport à ça. Ça soulève des passions. J'ai vu des articles qui disent tout et son contraire, c'est waouh. Donc difficile de trier le bon grain de livret là-dedans, de savoir vraiment ce qui est vrai. Est-ce que tu as un avis toi là-dessus? Oui, bien sûr. Le seul truc qui est vrai, c'est que l'imposition augmente. Après évidemment, ce qui est dur de comprendre, c'est dans quelles proportions, dans quelles conditions, sur qui, etc. Et je pense que c'est ça qui a fait naître ce mouvement. C'est un peu le ras-le-bol. Pas tant finalement pour la loi elle-même, je pense. C'est plus pour tout ce qu'il y a autour et l'ambiance, et peut-être une accumulation aussi de positions par rapport à l'entrepreneuriat, aux entreprises. Donc voilà, moi je pense que c'est bien qu'il y ait ce mouvement, parce que finalement c'est aussi ça la démocratie, c'est de faire entendre sa voix quand on n'est pas d'accord. Et là il se trouve que finalement ça a pris étonnamment assez vite. C'est très vite monté en pression en quelques jours. Quand j'ai vu le mouvement des pigeons, il y avait genre 3000 fans. Le lendemain, ils en avaient plus de 10 000. Et là, maintenant, je ne sais plus, ils ont dépassé les 30 ou 40 000. Et quand j'ai regardé hier, je crois qu'ils étaient à 50 000. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Oui, donc j'ai vu aussi dans différents articles que, il y en a qui disent qu'effectivement, les revendications de base des pigeons sont un petit peu floues, qu'il y a une petite incompréhension par rapport à la loi. Donc c'est possible, mais en tout cas, au-delà de ça, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant d'entrepreneurs d'un seul coup qui se réunissent dans un mouvement de contestation. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était possible. Pour moi, tu sais, tous ceux qui se rassemblent en mouvement, qui font des manifs, etc., c'est plutôt les salariés, en fait. Et là, je vois que des entrepreneurs grognent un peu. Et je pense quand même que c'est assez révélateur qu'il y a un sentiment de malaise des entrepreneurs en France vis-à-vis de la manière dont ils sont perçus. Au-delà du fait qu'effectivement il peut y avoir des imprécisions, qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui n'ont pas vraiment pris le temps d'analyser ça de manière vraiment froide, mais c'est un petit peu un mouvement chaud, mais je pense que quand même c'est symptomatique d'un malaise. Les entrepreneurs en France se sentent un peu mal aimés, mal compris, et
c'est quelque chose que moi je peux ressentir, que je peux comprendre. Et voilà, on sait que dans d'autres pays, c'est absolument pas le cas. Moi, j'étais ébahi de voir en Californie à quel point les entrepreneurs sont mis sur un piédestal, à quel point c'est vraiment des héros aux yeux de beaucoup d'Américains. Alors, je dis pas de tous, évidemment, il y a aussi des tas de courants d'opinion différents là-bas, mais quand même, l'entrepreneur est vraiment mis sur un piédestal, ce qui n'est pas le cas du tout en France. Voilà, donc c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas, et c'est quand même vrai que les entrepreneurs apportent énormément de valeur. Il y en a aussi beaucoup qui bossent comme des fous, qui prennent des risques, qui ne sont pas forcément rétribués à la hauteur de leurs risques et de leurs efforts. Et ceux qui arrivent, eh ben, en général, ils créent énormément de richesses pour leur pays. Et que donc, je pense qu'ils mériteraient un peu plus de respect, de considération dans, bon, voilà, dans l'état d'esprit collectif. Bon, alors, c'est des sujets complexes, hein, évidemment. C'est des sujets complexes. On touche tout de suite dans la politique. Oui, alors, c'est un peu délicat. Je ne prétends pas qu'on prend tous les tenants et aboutissants, mais je pense quand même qu'il y a un malaise. Non, mais il y a clairement un malaise. Après, moi, j'ai lu aussi un peu les commentaires qu'il y avait sur la page Facebook du mouvement pour essayer de comprendre un peu qui était derrière aussi, qui avait adhéré. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignaient tout simplement du niveau des cotisations, en fait. Et c'est vrai que c'est un truc, quand tu es salarié, tu ne te rends pas forcément compte du niveau des cotisations que tu payes de toute façon. Parce qu'il c'est habilement appelé cotisation patronale, mais en fait, c'est un petit peu artificiel de toute façon. Entre salarial et patronal, c'est symbolique, on va dire, cette séparation. Et il y a beaucoup de gens du coup, qui se plaignaient de ça, et donc voilà, je pense que c'est une accumulation de choses qui fait que... Oui, alors j'ai pris le temps d'aller vérifier rapidement quel était le taux d'imposition en France par rapport à ce qui existe dans d'autres pays. J'ai pu voir quand même que l'impôt sur les sociétés, on doit être deuxième juste après Malte en termes de pourcentage. On est à 34%, hein, si je me rappelle bien, Malte 35%, et voilà, on est le deuxième pays en Union européenne, donc d'après ce que j'ai vu. Hein. Ensuite, en impôt revenu, on n'est pas loin d'être dans les premiers aussi. Et alors par contre, tout ce qui est sécurité sociale et tout ça, on est premier ex aequo avec je ne sais plus quel pays. Je crois que c'est la République tchèque. Voilà, donc c'est clair qu'en France, on a des coûts très élevés d'impôts, de cotisations, etc. Et que, est-ce que ça encourage forcément les entrepreneurs à créer ici, les investisseurs à investir ici? Sans doute pas. Sans doute pas. Ça, oui. Surtout qu'en Union européenne, voilà. Ça va pas dans le bon sens. Oui, en Union européenne, on n'a pas de frontières, donc. de toute façon, j'ai regardé tous les cabinets qui s'occupent de déplacer des patrimoines, des gens fortunés ou des entrepreneurs, tout simplement. Ils ont énormément de travail depuis l'année dernière. C'est incroyable. Oui, puis moi j'ai des collègues en Suisse qui m'ont dit tu devrais venir en Suisse et tout ça. Enfin, tous les entrepreneurs qui sont un minimum connectés, chaque fois qu'il y a une hausse d'impôts comme ça, ils se font un peu charrier par. C'est marrant, j'ai lu aussi le blog d'un prof. Et donc il essaie d'aborder ce genre de sujet avec ses élèves, je crois que c'est au collège, donc en expliquant voilà la taxe, voilà le niveau d'imposition. Et les élèves disaient mais moi si on m'impose autant je m'en vais. Parce que c'est une réaction évidemment d'enfant, mais il y a aussi une logique derrière. C'est que chacun, au bout d'un moment, chacun pense à sa propre situation et c'est vrai que ça peut rapidement faire basculer la balance. Voilà. Bon, donc on ne va pas aller plus loin sur ce sujet éminemment politique, mais voilà, c'est bien d'en discuter un petit peu. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actu, de tes projets Oui, alors mon actualité, c'est Efficacité Zen, qui va sortir bientôt. Donc, il y a eu un premier groupe d'élèves qui suivent la formation. Donc, Efficacité Zen, c'est une formation à l'efficacité personnelle. Donc, c'est un programme en 7 semaines que j'ai élaboré et où j'explique comment devenir plus efficace dans sa journée pour justement concentrer son temps de travail sur des périodes courtes, efficaces et puis vivre à côté, faire autre chose. Intéressant. Voilà. Donc tu parles aussi de ce travail pour le travail dans lequel on peut se lancer parfois. Oui. La question du pourquoi est une grosse question qui revient tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ce projet? Comment on peut le faire rapidement? Parce que c'est une bonne question. Oui. Et d'ailleurs, il y a un des principes d'efficacité, le principe de Parkinson, qui dit que plus tu as de temps... Et plus la tâche va prendre de temps. Voilà. Alors évidemment, il y a une limite. Hein, si on se donne 1 minute pour construire un porte-avions, ça ne va pas marcher. Mais voilà, c'est l'idée qu'un projet qui pourrait se finir en une demi-heure, si vous vous donnez 2 heures pour le faire, vous allez le faire en 2 heures. Et pareil, si vous donnez 3 semaines pour le faire, alors vous n'allez pas travailler 3 semaines en plein dessus, vous allez le faire au dernier moment, la plupart d'entre nous, la veille, au soir, à 22 heures, parce qu'il faut le rendre le lendemain. Ouais, et donc quand on te dit tu travailles 8 heures par jour, en général tu vas travailler 8 heures par jour.
Exactement, voilà. Pas forcément de manière. Ça, c'est un gros point donc, pour augmenter sa productivité, c'est de se rendre compte qu'être occupé, c'est pas la même chose qu'être efficace. J'aime bien donner cette analogie de dire que si vous poussez la Tour Eiffel toute la journée, à la fin, vous serez épuisé en sueur, mais c'est pas pour autant que vous aurez fait quelque chose d'efficace, à savoir bouger la Tour Eiffel. Si vous voulez vraiment bouger la Tour Eiffel, il faudra sans doute s'y prendre d'une autre manière. Ouais. Ok. Donc voilà. Et toi alors ton actualité? Bah écoute, donc moi je profite de mon séjour à Paris. Je vais quand même aller 15 jours aux États-Unis là de mi-octobre à fin octobre puisque je vais au séminaire de la Product Launch Formula comme tous les ans. Hein, ça sera la 3e fois que j'y vais. D'ailleurs il y a de plus en plus de Français. Hein. En 2010 on était 3 Français, en 2011 on était 9. Et là, cette année, on verra. Sans doute encore plus. Ouais. Donc, la Product Launch Formula, c'est cette fameuse méthode de lancement de produit connue sur le nom de lancement orchestré en France, qui a été inventée par Jeff Walker. Et donc, je passerai aussi 2 jours avant dans son groupe Mastermind, puisque je fais partie de son groupe Mastermind. Donc voilà, ça se passe à Scottsdale en Arizona. Ça sera l'occasion de prendre aussi un petit peu le soleil et voilà, de profiter un peu de l'Arizona. Et sinon, je vais sans doute bientôt signer le contrat pour éditer mon premier livre. Puisque là, je suis en discussion finale sur le plan. J'ai mis au point le plan pour mon livre. On va sans doute, d'ici novembre, en tout cas, voilà, d'ici un mois, signer le contrat. Et à ce moment-là, ça va être mon gros objectif pour 2013, hein, c'est de terminer ce livre et d'en faire un best-seller. J'ai beaucoup d'ambition pour ce livre, donc on verra ce que ça donnera. Ok, parfait. Voilà. Bon, voilà, on espère que ça vous a plu. Ouais. Hein, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, peut-être qu'on en fera d'autres. Exactement. Voilà. Et puis si vous avez aussi des idées d'amélioration, est-ce que vous trouvez ça trop long, trop court? Est-ce que vous aimeriez qu'on parle d'autres sujets? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci.